Yeah. Yeah. Et yep, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, et la première d'une série, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série, une journée, un épisode, pour débrief des matchs de la Coupe du Monde, groupe par groupe, jour par jour, et pouvoir discuter, faire les pronos et l'actualité de la Coupe du Monde, voilà, par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous aurons dans le groupe A le Qatar, pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, pays hôte, qui perd dès son premier match face à des Équatoriens qui étaient bien en place et pour lesquels tout a bien roulé grâce à un doublé de Valencia. Les Pays-Bas en force face aux Sénégalais qui ont été assez pauvres à l'avant en attaque dans le jeu. Et les Pays-Bas qui ont su punir dans la fin du match. Ainsi que dans le groupe B, l'Angleterre qui a cartonné 6-2 l'Iran. Mais attention, malgré cette belle prestation, il y a encore des choses à voir, des petites imperfections qui auraient pu rendre la copie excellente, qui la rendent bien, voire très bien même. Mais attention à pas du coup le payer. On va retrouver aussi dans le second match les États-Unis face au Pays de Galles. Donc un match nul qui a une allure de hold-up pour le Pays de Galles, puisque les États-Unis étaient bien en place. Je les voyais gagner dans mes pronos. Et honnêtement, je suis pas déçu non plus des États-Unis, parce que c'est vrai que c'est pas non plus une top équipe. Mais je pense qu'ils auraient pu jouer la victoire. Donc voilà, mais après on connaît Pays de Galles, c'est solide. Bale qui sauve encore le Pays de Galles une fois de plus. Donc voilà. Dans le groupe C, la première sensation de cette Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite qui prend les 3 points face aux Argentins. Les Argentins de Lionel Messi qui ouvrent le score, qui se voit refuser 2-3 buts par la VAR. Peut-être une erreur de VAR, ça on en discutera. Mais en tout cas, une Argentine qui n'a pas proposé une qualité de jeu assez suffisante pour battre l'Arabie Saoudite, qui est arrivée en pleine forme, en mode chien de la casse, qui était là pour tout casser à 1000%. Et honnêtement, c'est pas un hold-up, c'est bien joué à eux. Et Ochoa qui gagne son duel face à Lewandowski. Donc vous l'avez bien compris dans cet énoncé, le Mexique qui fait match nul face à la Pologne malgré un penalty tiré par Lewandowski, mais surtout très bien arrêté par Ochoa. Voilà. Donc qui sont les siens pour sa 5e Coupe du Monde, c'est quand même un truc de fou. Et ensuite, hier, on a pu voir le groupe D où les Danois sont accrochés par une Tunisie très belle équipe. Honnêtement, va falloir se méfier, puisque de toute façon, toutes les équipes qui sont là sont pas arrivées là anodinement. Donc attention. Le Danemark qui a été assez pas en peine, mais qui a pas su trouver les occasions face à une Tunisie qui a été plutôt belle à regarder jouer. Et bien sûr, les matchs de l'équipe de France. Donc vous avez bien vu le 4-1. La France qui assure et surtout se rassure avec l'hécatombe de blessés. La compo qu'on avait un peu peur, ainsi que les derniers matchs de l'équipe de France qui n'étaient pas satisfaisants. On a vu une belle équipe de France, mais attention, belle copie, mais pourrait être très bien et excellente. Voilà, on en discutera tout à l'heure, voilà, des forces et des faiblesses. Dans une deuxième partie de l'émission, on passera à la partie prono. Donc Belgique, Canada, Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Suisse, Cameroun, Brésil, Serbie. Et dans la troisième partie, on finira par l'actualité de la Coupe du Monde, les blessures, le réseau, voilà, tout ce qui s'est dit sur la planète foot. Sur ce, on se retrouve dès maintenant. Donc on passe à la partie groupe. On va commencer par parler du groupe A.
Donc le groupe du Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. Et comme vous le voyez, les Pays-Bas, l'Équateur s'est imposé dans le match d'ouverture face au Qatar, pays hôte, sur le score de 2 buts à 0, un doublé de Eric Valencia. Euh, Très bon match des Équatoriens. Le Qatar qui, honnêtement, n'a pas les armes pour rivaliser et qui se font vite dominer. On voit des tacles un peu à tout va au début. Euh, le Qatar qui prend surtout 4 jaunes dans la première mi-temps, donc c'est énorme. Qui prend 3 jaunes pardon, dans la première mi-temps, c'est énorme. Et qui a au final proposé un jeu moindre, mais plus que moindre. Et honnêtement, je pense que ils finiront dernier avec 0 victoire parce que c'était vraiment une équipe qui était pas très belle à regarder. On se foutait de moi quand je disais attention aux équipes sud-américaines. L'Équateur a fait le job et c'était plus que beau à regarder. Et dans le second match, on a pu voir la victoire des Pays-Bas avec un but de Gakpo et un deuxième but de Glasson. Désolé pour la prononciation les frérots. Mais les Pays-Bas du coup qui s'imposent 2-0 face au Sénégal en fin de match. Mais honnêtement, un Sénégal sans Sadio Mané. Un Sénégal champion d'Afrique. Moi, je l'avais déjà pressenti. Je sens pas le Sénégal capable de faire quelque chose à cette Coupe du Monde puisque je trouve que offensivement ils ont perdu leur créativité avec Mané. C'est le gars qui venait apporter un peu la folie en attaque. Derrière, on a vu une belle défense quand même. On va pas le mentir. Mais un peu un Edouard Mendy à la peine comme en première ligue avec son club à Chelsea. Donc c'est dommage, mais pour moi c'était mérité pour les Pays-Bas. Là où les Pays-Bas commencent très fort habituellement, là ils ont commencé un peu, ne serait-ce que sur un bel adversaire aussi, mais timidement. Et je pense que ça a monté en puissance puisqu'il n'y avait pas non plus tous les joueurs stars sur le terrain. Il n'y avait pas les jeunes pépites aussi, la pépite Xavier Simon que j'aurais aimé voir dans ce match-là. Mais on espère qu'il sera là au prochain match. Donc voilà pour ce match-là. Euh, Moi, un match que j'ai trouvé par contre des Pays-Bas très sérieux, milieu de terrain. Défense, c'était aussi très bien. Et par contre, le coup du gardien, qui a toujours fait gardien des Pays-Bas, qui a été aligné pour le premier match, c'est un gardien qui a toujours été relayé au rang de deuxième gardien, voire troisième gardien. Et là, il commence juste à enquiller les minutes en tant que premier gardien depuis une saison et demie à peu près. Et on sait que Van Gaal, il aime bien tester des trucs comme ça. Et non, c'était très propre. Ensuite, du coup, par rapport à ça, on va arriver le 25, donc dans 2 jours, à un Qatar-Sénégal. Donc là, je vois clairement le Sénégal quand même s'imposer. Mais ça va pas être une promenade de santé. Si vous voulez le savoir, voilà. Et pour les Pays-Bas-Équateur, je vois quand même un 2-1 Pays-Bas, mais un match très serré. Ça m'étonnerait pas que ça fasse match nul. Voilà. Je vois vraiment les Sud-Américains dans ce groupe-là être bien. Et voilà, avec des masterclass de Gakpo, de Xavier Simon quand il sera là, des joueurs milieu de terrain qui ont extrêmement bien joué. On va pas se le cacher à faire les mecs, un tel. Honnêtement, tout le monde a bien joué. Frankie de Jong, j'ai bien aimé. Et, euh, et non, 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 honnêtement bien joué. Et je m'attendais à un match serré, mais un match aussi intéressant. J'aurais pas mis ma main à couper. Mais bon, voilà, en tout cas, ils ont sorti une belle presta. Là, on va passer tout de suite
au second groupe, donc le groupe B. Donc le groupe de l'Angleterre, Pays de Galles, Iran et États-Unis. Alors pour commencer, je vais commencer tout naturellement par le 6-2 infligé par les Anglais à l'Iran. C'est un 6-2 qui est vachement flatteur, un 6-2 qui était très propre à regarder. Mais attention, attention parce que les Anglais, on le sait, Maguire qui est souvent décrié a tenu la baraque en défense et je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de l'Angleterre sur ce match-là. Qui doit céder sa place vers l'heure de jeu, si je me trompe pas, ou un peu plus. Donc attention, par contre, la défense qui en prend deux, doublé de Taremi, l'attaquant de Porto. Euh, donc c'est pour ça que tout à l'heure je voulais revenir par rapport à ça, cette défense Trippier, Stones, Maguire, Shaw. Je trouve que ça aura ses limites parce que quand on voit qu'ils arrivent à se prendre deux buts par une nation comme l'Iran, voilà, sans manquer de respect à l'Iran, mais voilà, enfin, même si t'en mets 6 en attaque, c'est la copie, elle est ternie des deux buts de l'Iran. Voilà, je pense que si c'est une grosse nation en face, ils prennent peut-être un peu plus le bouillon. Après, honnêtement, en attaque, j'ai vu un Jude Bellingham de feu avec un Saka, pareil, on fire. Et puis après, le reste, ça a fait à peu près le taf. Euh, mais je pense masterclass, comme dans ce match-là, pour Bellingham enfin, qui a su tout faire en fait, comme Saka. Je les ai trouvés juste monstrueux dans ce match-là. Et Mason Mount, qui a fait un bon match, mais quand même qui m'a déçu par rapport à ce qu'il peut proposer habituellement. Et Sterling qui a fait un match plutôt pas mal, avec un but en plus de ça. Mais je préfère pas vendre la mèche maintenant, puisque on verra au prochain match quand ils joueront les États-Unis. Donc on va tout de suite basculer sur le match des États-Unis. Les États-Unis qui ont perdu, enfin qu'on fait match nul 1-1 face au Pays de Galles. C'est bien payé pour les Gallois puisque les États-Unis pour moi méritaient amplement la victoire. Alors je me comprends, les Américains avaient la possession. C'est à peu près les mêmes nombres de tirs, d'occasions, enfin voilà, ça y a pas de souci. Mais j'ai quand même trouvé plus de jeux et plus d'apports offensifs niveau américain. Et malheureusement, le GOAT du Pays de Galles, celui qui les a souvent sauvés et qui a continué sa mission pendant ce premier match, donc Gareth Bale qui a su provoquer un penalty et le transformer. Donc les Gallois qui arrachent quand même un match nul, mais, mais attention parce que les Américains étaient vraiment au-dessus en première mi-temps. C'est dommage qu'en deuxième mi-temps ils n'aient pas continué sur la même lignée. Et honnêtement, cette jeune génération niveau américain, moi enfin, je présage de l'avenir que ça soit une bonne petite formation avec des choses à faire valoir peut-être dans le futur. Donc après pour le Pays de Galles, Iran pardon, je vois quand même une victoire, peut-être un 1-0 ou 2-0 du Pays de Galles. Voilà, avec un but de Bale et peut-être un vieux briscard comme Ramsey ou comme mince, j'ai perdu son nom. Euh, ah, Wilson, ouais, des gars comme ça. Enfin, quelqu'un que t'attends pas et qui va surgir de nulle part. En tout cas, pour les Américains, je pense que ça va être quand même assez compliqué face aux Anglais. Si les Anglais proposent le même niveau de jeu qu'ils ont proposé face du coup à l'Iran, je partirais plus sur un 3-1, un 3-1 de l'Angleterre, avec Kane couvre son compteur de buts. Et puis, pourquoi pas Jude Bellingham, une nouvelle masterclass.
on espère, par rapport à ça. Et bien sûr, on espère également voir Saka continuer de scorer et puis prendre la tête de ce classement de débuteurs de la Coupe du Monde. Voilà pour ce groupe C. Ensuite, groupe B, pardon. Pour ce groupe C, la sensation, les amis, la nation de la Pulga, la nation de Lionel Messi, qui, comme je l'ai titré tout à l'heure, s'est fait piéger. Mais bien piégé, puisque ils ont perdu 2 buts à 1. Donc certes, je vais dégoupiller, c'est peut-être des stats dignes d'un match sur FIFA, mais l'Arabie Saoudite qui a proposé quand même un très beau visage avec des joueurs qu'on connaît peu au final, puisque c'est des joueurs qui jouent dans le championnat, dans les championnats locaux arabes, voilà. Et honnêtement, c'était honnêtement un très beau match. On voit, on se rappelle quand même que le championnat arabe s'est arrêté il y a un mois à peu près avant la Coupe du Monde, donc ils ont pu être frais à 1000%, avoir une bête de préparation. Et on a vu hier que ça a payé parce que l'Argentine, tu les sentais cramés. À peine arrivé à quoi 40-45 minutes à la mi-temps, on sentait déjà des Argentins cramés et abasourdis parce que ils voient Messi mettre le 1-0. Donc je pense qu'ils se sont dit bon ben ça se passe bien, ça va bien se passer. Et derrière ils se voient deux trois buts refusés. Alors petite parenthèse, voilà pour la VAR. Moi je suis un fervent de la VAR. C'est vrai que là il y a eu quelques erreurs. Euh, mais en tout cas, pour moi, euh, l'Argentine, au pire, méritait le match nul. Après, si on parle niveau stats, méritait la victoire. Mais si on parle vraiment niveau jeu, maximum match nul. Parce que l'Arabie Saoudite a vraiment proposé du beau jeu. Les deux buts, ils ont été cherchés. Ils ont provoqué. Ils ont été clairement jouer l'Argentine pour gagner. Et avec un Hervé Renard de folie. Ah ben, tout de suite ça paye. Ça paye puisque du coup on a vu... alors je sais qu'il y a une causerie qui tourne sur Twitter mais c'est pas du tout celle de ce match-là. C'était un match précédent. Mais Hervé Renard qui... Le sorcier blanc, comme on l'appelle en Afrique, a fait un miracle. Après, pour moi, dans ce qui a été proposé au niveau du jeu, l'Argentine, match nul, pas volé. Après, la victoire de l'Arabie Saoudite, très bien joué. Et ils peuvent s'en vouloir quand même, parce que je pense qu'en première mi-temps, ils se sont sabotés un peu, l'Argentine. Et puis même, on voyait que les joueurs étaient cramés. Enfin bref, j'ai pas trop kiffé. Après, on peut pas incriminer Messi ou voilà. Parce qu'en fait, c'est un collectif. C'est le collectif qui a très mal géré. Et ils ont subi des phases de jeu. Enfin, c'était une ère quoi. Et ensuite, par contre, juste petit bémol pour l'Arabie Saoudite, ça a été, ça a été l'avalanche de cartons jaunes. Ils prennent 6 cartons jaunes. Donc attention parce que ça, ils pourraient le payer pour la suite de la compétition si jamais ils viennent à aller un peu plus loin. Attention, ça serait bête de perdre des joueurs à cause de cartons jaunes, voilà. Mais en tout cas, bien joué à l'Arabie Saoudite. Dans le second match, le Mexique face à la Pologne, Ochoa pour sa 5e Coupe du Monde qui a sorti l'arrêt ras du poteau sur le penalty de Robert Lewandowski. C'était un match, honnêtement, je peux pas dire une purge parce que c'était un beau 0-0. Enfin, moi j'ai trouvé quand même que c'était, dans le jeu, c'était pas non plus un vieux 0-0 où on se faisait chier et voilà. C'était un match où il y a eu de l'intensité, il y a eu des duels. Et honnêtement, je pense qu'on met un vrai attaquant, un vrai neuf au Mexique. Et je pense que la Pologne, ils prennent le bouillon. De plus, je pense que si Chesney
Si Chesney ne fait pas les arrêts à certains moments, ils peuvent prendre réellement, mais réellement le bouillon. Oh là là là, là, leur défense entre Cash, Glick, Zalewski, oh là là, c'était mais lunaire, hein. Mais lunaire. C'est vieillissant, ça se fait manger, enfin c'est... J'ai rarement vu un match comme ça. Et, euh, et du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait largement la place pour le Mexique dans ce match-là. Quand on sait qu'ils ont eu la possession, ils ont eu les occasions, ils ont eu les tirs cadrés, ils ont eu les tirs, ils ont tout eu. Mais malheureusement, le foot, c'est pas les stats. Et on a vu un match nul, mais un match nul très intéressant. Attention parce que la Pologne, ça va vite être le bouillon. Parce qu'on rappelle que là, il y a 3 points pour l'Arabie Saoudite, Pologne 1, Mexique 1. Alors, il y en a beaucoup qui auraient pronostiqué Argentine 1 et Pologne 2 à la fin du groupe. Moi, vous allez voir dans mes prédictions, mais Argentine 1, Mexique 2. Voilà. Après, on attend de voir le deuxième match, mais deuxième match peut être bourbier et ça m'étonnerait pas que le Mexique gagne face à l'Argentine, puisque vu ce qu'on a vu hier, hein, c'était clairement au-dessus. Le Mexique était au-dessus de l'Arabie Saoudite. Et si le Mexique joue comme hier et a un vrai neuf qui sait planter et qui bégaye pas devant les buts, honnêtement, ben c'est cadeau. C'est cadeau, mais l'Argentine vont avoir soif de revanche puisque ils sont dos au mur clairement et faudrait pas qu'ils perdent parce que là ils perdent. L'Arabie Saoudite fait match nul ou gagne contre la Pologne. S'ils gagnent déjà, ils sont limite assurés d'être en huitième. Donc ça veut dire qu'il reste une place. Une place. Imaginons le Mexique l'emporte, eh ben c'est mort. C'est aussi mort que ça. Ou encore pire, ce serait que la Pologne l'emporte et que le Mexique l'emporte. Et là, l'Argentine, dos au mur, pourrait même parvenir. Pourrait même parvenir. Les Pologne-Mexique seraient à 4 points. Il resterait un match. Donc voilà. En tout cas, voilà pour ça. Donc on va passer tout de suite au groupe D. Donc le groupe de la France, la Tunisie, le Danemark, l'Australie. Et oui, comme je vous en parlais tout à l'heure, le Danemark face à la Tunisie, un 0-0 avec une très belle équipe de la Tunisie qui a su proposer un très beau jeu. Honnêtement, c'était vraiment agréable à regarder. Et, euh, et Danemark, enfin j'ai trouvé, waouh, c'était pas le Danemark qu'on avait l'habitude de voir, enfin même si ils avaient la possession, ça je vous l'accorde, mais je les ai pas trouvés aussi impressionnants que contre nous ou voilà. J'ai trouvé que honnêtement, la Tunisie leur ont bien tenu tête et dans le jeu c'était plus que propre. Même s'ils n'ont pas la possession, la Tunisie, honnêtement. Euh, la Tunisie a su, a su comment? A su pas tomber dans le piège en se disant ben on joue le gros, va falloir qu'on joue en défense, voilà. Non, 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 non. Les Danois étaient bien sauvés et bien bénis devant le but, hein. Mais en étant assez solide défensivement. Euh, mais, euh, mais après, il y a eu aussi un super duel pas des, je vais pas dire des défenses, mais ça se rendait coup pour coup. Et honnêtement, c'était un match très intéressant. Et on le voit, on le voit. Il n'y a aucun match facile. Il peut y avoir des surprises tous les jours. Pour moi, la Tunisie qui accroche le Danemark, c'est une petite surprise, pas aussi grosse que l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, on a des briefs par rapport à l'Argentine.
mais j'ai trouvé réellement que la Tunisie a peut-être son coup à jouer pour passer devant le Danemark au niveau des points. Parce que sachez que si la Tunisie s'impose au prochain match et le Danemark perd contre l'équipe de France, l'équipe de France serait à 6 points, la Tunisie à 4. Et donc on pourrait dire presque ciao au Danemark. Voilà, il manquerait plus qu'un point voilà, pour assurer pour la Tunisie. Donc attention parce que tout le goal average va entrer en compte et attention à pas s'en mordre les doigts à la fin. Et pour ce match de l'équipe de France, quel match qu'on a vécu. Euh, J'avais peur. Honnêtement, j'avais peur. Je vois, je vois le 1-0 arriver à la 9e minute pour l'Australie. Je me dis, oula, ça va être long. Ça va être très long. Notre défense, plutôt côté Pavard. Ah non, pour rebondir par rapport au but, on prend ce but voilà, sur une perte de balle un peu. Et puis les défenseurs qui réagissent un peu tard. Mais on perd Lucas Hernandez, si je me trompe pas, à chaque fois je me trompe entre les deux. Mais on perd Hernandez, et et ça, en fait, on doit jamais le perdre. Parce que si tu mets une vraie compo, si tu mets une vraie compo pour gagner, tu dois jamais, jamais le mettre sur le côté. Enfin, il, enfin, à gauche, on sait que Théo, il est en pleine bourre hein, avec l'AC Milan. Il a l'habitude de jouer avec Raphaël Leao, qui est on fire aussi, un jeune qui galope. Il est du même côté que Mbappé, honnêtement. Dès le début, ça doit être Théo Hernandez et pas son frère Lucas. Enfin, je trouve ça lunaire. Bon, mis à part ça, l'équipe de France qui a su réagir avec une masterclass de Rabiot, nettement. Beaucoup critiqué pendant un petit bout de temps à l'époque au PSG. Ensuite, quand il arrivait un peu en Serie A, ça a été un peu pareil. Mais hier, et puis depuis quelques mois avec son club de la Juventus, revient très bien. Et honnêtement, hier, il l'a prouvé puisqu'il est sur le premier but. Il est à la passe pour le deuxième but, pour le but d'Olivier Giroud, pour le premier d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai trouvé qu'il avait ratissé un nombre de ballons avec Tchouaméni. Honnêtement, les deux, ils font la paire. On va pas dire que c'était aussi fort et du même standard que Pogba et Kanté. Mais hier, heureusement, dans le milieu de terrain qu'ils étaient là, ça a ratissé, mais ratissé ballon. On l'a vu, pareil, Chouameni quand il sort, l'ovation du public, c'était juste waouh, à couper le souffle. Et après, du coup, pour le restant, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, tant qu'il n'a pas marqué son but, j'ai l'impression qu'il s'acharne, il s'acharne, il s'acharne. Il fait pas les passes qu'il faudrait qu'il fasse. Et ça, c'est quand même dommageable. Quand même dommageable. Puisque enfin, j'aurais préféré qu'il lâche la balle. Il aurait pu la lâcher à des moments et éviter de s'obstiner à tirer. Mais bon, on le connaît, c'est Kylian Mbappé, voilà. Et de l'autre côté, on a eu un Ousmane Dembélé on fire. À chaque fois qu'il passait, c'était plutôt propre. Après, il revient bien avec le Barça. Là, on a vu face à l'Australie, c'était propre. À voir ce que ça va donner après contre une opposition un peu plus forte, qui sera le Danemark par exemple. Mais Dembélé, j'ai trouvé pas trop mal. Et Griezmann qui est le maître à jouer, qui a su, avec Rabiot et Chouameni, bien combiner, bien faire tourner la balle. Et pareil, enfin, Griezmann, l'amplitude, il faisait le yo-yo à chaque fois. Enfin, c'était propre. Et après, devant, on va. Inévitable. Olivier Giroud, en l'absence du KB Nueve, qui plante deux buts et donc qui revient
à hauteur de Thierry Henry, donc le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts. Plus qu'un petit but pour Gigi pour passer à 52 buts et être le meilleur buteur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, pardon, qui a fait encore hier une masterclass malgré ses 36 ans. Il montre qu'il est encore en forme. Il y a un moment, il fait. Enfin, il tente une reprise ou une retournée. Enfin, il n'y a que lui qui a le secret pour faire ça à 36 ans encore. C'est monstrueux. On beaucoup parlé en l'absence de Karim Benzema et moi le premier. Mais en fait, les deux, ils sont indissociables, Benzema Giroud, parce qu'on sait que c'est deux attaquants totalement différents dans le style et que tous les deux peuvent apporter énormément collectivement ainsi qu'individuellement. Et hier, Giroud, rien à dire. Par contre, faut arrêter de faire voter les mecs au Qatar là, qui, j'ai l'impression, ne regardent pas le même match que nous, qui élit Mbappé. En fait, pour eux, élection meilleur joueur, c'est genre celui qui pèse le plus niveau monnaie, quoi, enfin, niveau célébrité. Quand je vois que Mbappé est élu homme du match par la FIFA, tu te dis oula, il y a pas un petit souci là. Quand on voit la masterclass qu'a fait Rabiot, hier Rabiot il mérite d'être homme du match, mais 100 fois. Et après en défense, pour la défense, Pavard. Pavard, c'est cataclysmique, c'est catastrophique, c'est tout ce que vous voulez. On sait que en défense centrale, Pavard, il est plutôt pas mal au Bayern. C'est pour ça qu'il y est depuis quelques années. Il a été passé plus au centre que du côté droit. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Parce que du côté droit, il s'est fait manger, mais manger tout le match. Il attaquait et t'avais l'impression que c'était comme un district. Il montait de l'avant et dès que ça revenait, c'était déjà trop tard parce qu'il avait pris 4-5 mètres de retard et puis il se faisait bouffer en fait à chaque fois. Et après, là où j'ai été surpris, c'est Upamecano Konaté, cette charnière centrale. Euh, Ça a bien tenu hier. J'attends de voir ce que ça va donner face à une grosse opposition. On va voir parce qu'on sait que généralement, quand ça marche bien, ça reste un peu comme ça. Mais Varane, on ne sait pas s'il sera titulaire au deuxième match. Je vois bien Varane rentrer vers la 65e, 70e pour gratter un peu de temps de jeu. Mais on verra bien. Et on a vu des entrants comme Coman, comme Fofana, qui ont fait de très bonnes entrées. Et honnêtement, c'est que de bon augure pour la fin pour les prochains matchs, pour la fin de ce groupe-là. Et puis bah, après, vivra qui verra. Hein, on va voir ce qu'on fera. Mais honnêtement, non, c'était top. Et clairement, on a vu une seconde période un peu en sens unique. Mais par contre, il y a eu des moments de flottement dans le match. On les a laissés tirer. Hop, 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 hop. On a eu de la chance. Hein. On a eu de la chance. En tout cas, voilà pour ces matchs-là. Et tout de suite, on va passer à la séquence du coup prono. Donc, on se retrouve dès maintenant. Pour la séquence prono, on va bien sûr pronostiquer la Belgique contre le Canada, l'Uruguay contre la Corée du Sud, le Portugal contre le Ghana. Donc dans ce groupe G, si je me trompe pas, pour le Portugal. Non, pour le groupe H pour le Portugal, pardon, et le Ghana, Corée du Sud et l'Uruguay. Et dans le groupe G, pour le Suisse vs Cameroun et le Brésil vs Serbie. Donc tout de suite, on va afficher la créa et puis on va pouvoir en parler tranquillement entre nous. Donc voilà, donc la Suisse, enfin déjà ce soir, le Belgique-Canada ce soir à 20h. Donc dans un peu plus d'une heure là où je tourne cette vidéo. Donc la Belgique qui a perdu, il me semble, leur match de préparation il y a pas longtemps.
Une Belgique qui est un peu moins forte sur le papier, mais qui peut quand même créer la surprise. Je dis pas que c'est non plus une équipe de guignol, je dis que c'est pas l'équipe de 2018. Il y a des joueurs qui ont un peu faibli. Il va manquer un Lukaku, il me semble aussi. Un Hazard pas forcément trop en forme. Voilà, des joueurs comme ça. Donc j'attends de voir face à un Canada où on a quelques joueurs qu'on connaît un peu, comme Alphonso Davies et, euh, et Jonathan David en Ligue 1. Donc attention, ça pourrait être la surprise puisqu'on a vu qu'il y a pas mal de surprises. Enfin, je vous spoil pas la prochaine vidéo, mais en tout cas aujourd'hui il y a eu pas mal de surprises. Mais a priori, l'équipe qui devrait aligner pour le Canada, ouais, ça devrait être un 4-4-2 à plat. Donc avec deux ailiers, deux centraux et deux BU. Et pour la Belgique, Roberto Martinez devrait opter plus pour un 3-4-2-1 ou un 3-6-1, je sais pas comment vous voyez ça, avec un Hazard ou un 3-4-3, ouais c'est ça un 3-4-3, avec un Courtois au goal, Vertonghen, Alderweireld et Don Donker en défense. Castagne, Thielmann, Witzel, Carrasco, je pense milieu de terrain et en plutôt émossé je pense. Hazard et De Bruyne avec Batshuayi durant l'absence de Lukaku en attaque. Attention, je pense que ça peut faire le taf, mais va pas falloir trop hésiter devant le but parce que les Canadiens ils vont jouer leur chance à fond. Et je pense que ça peut être un match clairement piège pour le Canada, pour la Belgique. Donc attention à eux. Voilà. Euh, Voilà pour cette analyse. Je vois quand même avantage si je devais faire un prono 2-1 pour la Belgique, voire 3-1. Euh, mais attention, ça peut être sévère. Ensuite, pour demain, la Suisse qui se voit face au Cameroun. Donc le Cameroun qu'on connaît peu au final. On connaît, comment il s'appelle en Ligue 1 à Lyon, Toko Ekambi, si je me trompe pas. Ça se trouve, je vais me tromper et je vais passer pour un gros footix. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, Cameroun, on sait pas forcément trop ce que ça vaut. Mais on a vu, équipe africaine, ça jouait bien. Le Cameroun qui a aussi en président de la fédération, on l'oublie pas, Samuel Eto'o. Et surtout en attaquant qui est plutôt en forme du côté de Munich, c'est Choupo-Moting. Donc attention, ça peut bien jouer. Avec un gardien qu'on connaît, des défenseurs aussi qu'on connaît. Castelletto, Nkoulou, au gardien Onana, Anguissa au milieu de terrain, avec Toko Ekambi, et en attaque Aboubakar aussi. Donc attention pour la Suisse à pas se faire prendre dans ce jeu-là. Mais les Suisses qui de l'autre côté vont avoir à cœur de proposer du jeu avec les éternels sommaires. Elvedi, Akanji, je pense. Sakia, Shakiri et Mbolo. Voilà les joueurs qu'on connaît. Mais attention, puisque je pense que ça peut être un match piège pour la Suisse. Et ça m'étonnerait même pas que ça fasse un 1-1. Donc match nul. Ou peut-être une surprise du Cameroun. Et dans le second match, le Brésil sera opposé donc à la Serbie. Donc le Brésil emmené par Ney et puis Vinicius avec Alisson et Ederson. Donc deux très grands gardiens de PL qui jouent respectivement à Liverpool et à Manchester City. Avec une défense assez vieillissante, pardon, et des ailiers qui sont un peu en peine à l'heure actuelle.
Avec un milieu par contre qui va je pense vendre du rêve avec du Vini, avec du Rafinha, du Ney, du Casemiro, du Paqueta, on a du Bruno Guimaraes, on a de quoi faire niveau milieu de terrain avec du Richarlison aussi en pointe du coup côté de l'attaque, mais du Rodrigo aussi, enfin du Martinelli, du Gabriel Jesus, du Anthony, enfin honnêtement, il y a de quoi faire en attaque, milieu de terrain. Mais par contre, là où je mets une grosse réserve sur le Brésil, c'est en défense. Et contre la Serbie, je pense que ça va être un bloc qui va jouer bas. Donc attention à pas trop prendre la confiance et à mal juger son adversaire. Puisque je pense pas que ça sera un match facile pour le Brésil, même si je pense qu'ils vont dérouler quand même. Mais attention à la Serbie parce qu'on sait que c'est typiquement le genre d'équipe à être chiante à jouer. Donc bon voilà, mais je vois quand même clairement un 3-0 ou 4-0 pour le Brésil quand même. Malgré, vous allez me dire ouais mais Quentin, tu nous dis ça et juste avant tu nous dis ouais ça va être un match assez compliqué. En fait, ça va être compliqué si tu te donnes pas les moyens de te le rendre facile, tu vois, le match. C'est juste au niveau de ça. À 14h, on aura le Uruguay-Corée du Sud. Alors, Uruguay, que je connais un tout petit peu, puisque en tant que supporter du Real, nous avons notre milieu de terrain Valverde, Federico Valverde, donc qui devrait jouer demain, qui devrait être aligné dans les rangs de l'Uruguay. Mais honnêtement, Corée du Sud, je sais pas ce que ça vaut. On verra avec Egminson, si je me trompe pas, c'est ça avec Egminson, l'Uruguay, avec un Darwin Nunez en attaque. Donc, euh, donc à mon avis, ça va quand même bien taper le ballon avec un Luis Suarez, Betancourt. Ça va aussi jouer au milieu de terrain avec un mélange de vieux briscards en défense et de la jeunesse un peu devant. Euh, donc c'est une équipe sud-américaine. Les équipes sud-américaines, on les connaît, ça joue très très bien. Et honnêtement, la défense de l'Uruguay, j'ai peur, comme je suis rassuré parce que je sais que c'est des équipes où on connaît pas forcément trop ce que ça vaut. Mais je pense que ça va bien défendre comme l'ont fait le Mexique. Et c'est ça, les équipes sud-américaines, en fait, c'est être très solide derrière. Et par contre, quand il faut se la donner devant, ça se la donne sévère. Et honnêtement, je vois un 2-0 pour l'Uruguay demain, face à la Corée du Sud. Corée du Sud qui, jusqu'à présent, je sais pas, mais avec son souci au niveau de son œil pour Eminson, je sais pas s'il sera titulaire ou s'il pourra même jouer. Donc attention, d'avoir ces certitudes, mais même avec Eminson, je pense que la marche va être trop haute. Voilà. Et pour le Portugal-Ghana, Portugal, on sait, il y a eu donc la bombe qui est sortie hier avec Cristiano qui a été libéré de tout contrat avec Manchester United, donc le chômeur le plus connu du monde, euh, donc dans la sélection portugaise, associé à du coup un ancien coéquipier, Bruno Fernandes. On a vu un peu un trailer de l'équipe portugaise où Cristiano, clairement, t'avais l'impression que c'était le petit du vestiaire, quoi, ou qui était beaucoup moins respecté qu'avant. Mais attention, parce qu'on sait que Cristiano, il va être à la recherche de revanche. Et face au Ghana, je pense que le Portugal vont. Au début, ça va être compliqué, je pense, les 25-30 premières minutes. Et après, ça va dérouler. Cristiano plante un doublé. Et la fin de l'histoire, on la connaît. Victoire 3-1 du Portugal. Voilà, le Portugal qui pourra compter quand même sur pas mal de joueurs parce que quand on voit la sélection portugaise, juste la défense,
centrale où j'ai peur un peu du Ruben Dias et Pepe. Euh, Diogo Costa au gardien, enfin, honnêtement, je suis pas rassuré niveau gardien et défense centrale, mais par contre sur les ailes, Cancelo et Nuno Mendes, ça va être solide. William Carvalho et Ruben Neves, ça risque d'être plus que solide. Et en attaque et même milieu de terrain, ça va être le feu avec Silva. On va avoir du Bruno Fernandes, Leao, CR7, du Joao Félix, si je me trompe pas aussi. Voilà, du André Silva aussi de Leipzig. Donc non, 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 honnêtement, ça va être beau à jouer. Mais attention, encore une fois, le Ghana qui viennent pas non plus les mains dans les poches sans joueurs. Voilà, et c'est vrai ils ont un peu moins de joueurs connus. Il y a les deux frères Ayou. Attends, si je me trompe pas. Oui, il y a les deux frères Ayou. Il y a aussi Thomas Partey. Voilà, mais je pense que la marge va être quand même trop haute. Mais je pense qu'ils vont tenir 25-30 minutes et après ils vont se faire clairement, je pense, dérouler. Mais, mais bon, voilà. En tout cas, voilà pour cette analyse complète des matchs d'aujourd'hui et de demain. Je vous laisse donc. On va retourner au sommaire pour la dernière partie de cette émission et c'est l'actu Coupe du Monde. Donc pour cette dernière partie, donc on était sur l'actualité de la Coupe du Monde avec les blessures, les réseaux, tout ce qui s'est passé. Et on va tout de suite, ni plus ni moins que aller sur ActuFoot et on va aller jeter tout ça. On va couper ma caméra et on va pouvoir tout de suite passer donc sur le fameux ActuFoot où nous allons tout voir, tout et puis rien voir. Hop, ça part sur ça. Hop. Donc alors, on voit Chaka le geste. Je pense que nous devons faire quelque chose en tant qu'équipe suisse. Il faut respecter les règles. Après, ça c'est compliqué les gars. On sait que c'est c'est compliqué. Voilà. Ouais, mais ça c'était au Brésil. Keylor Navas qui en prend 7 face à une belle équipe d'Espagne. Ah oui, ok. 7-0, 80% de possession de balle, 16 tirs, 7 cadrés, 7 buts. Ok, bon. Que dire Que dire de ça Doublé de Ferran Torres, dont un penalty, but d'Olmo, Asensio, Gavi, Soler, Morata. Propre. Alors, on va continuer. Gavi devient à 18 ans et 110 jours le plus jeune buteur de la Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Donc comme on l'avait pressenti les gars, la compo Belgique elle est là, Courtois, nanana. Ok, ok, ouais. J'attends de voir. Alors on va avoir tous les tweets. Dembélé apprend que le Japon a battu l'Allemagne 2-1. Ok, ouais, bon. Donc bon, ça, aucune négociation, ok. Ouais, Cristiano qui est libéré de tout contrat, le supporter saoudien qui troll Messi. Ok, bon, bah ça c'était à voir. Élu homme du match, je pense que honnêtement, il mérite pas être élu homme du match. Comme je disais tout à l'heure, les gars qui votent, t'as l'impression qu'ils votent pour le mec le plus coté. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que quatrième jour de Coupe du Monde, on a déjà eu deux masterclass, hein, l'Argentine et puis l'Allemagne, qui perdent 2-1. L'Argentine face à l'Arabie Saoudite et puis l'Allemagne face au Japon, hein. Score un peu moins digne d'un FIFA, mis à part pour la possession, voilà. Ouais, bah, c'est bien mérité pour le Japon.
Ok, bon. Harry Kane, qu'on suspectait une blessure, Harry Kane est finalement apte. Bon, nickel, Harry Kane, il va pouvoir continuer avec les Anglais, même s'ils n'ont pas marqué. Voilà. Le PSG envisage de racheter le Stade de France. Bah écoute, à défaut de racheter les joueurs, ce serait déjà un bon début quand même. Alors, ben Maroc, on fait 0-0 contre la Croatie. Ouais, ok. Y a rien de choquant. Des bars pleins, des records d'affluence prouvent que l'équipe de France est au-dessus de tout et que les critiques sur le Qatar étaient excessives. Ouais, allez, ouais, si tu veux. Hein. De toute façon, il est obligé de faire ça comme le Gret. Gigi, 51 buts, égalité avec Thierry Henry. Ouais, ça on le sait. Ouais, l'audience, ça a été un truc de fou. Hein. L'audience, là, 12,53 millions de téléspectateurs étaient devant France-Australie hier sur TF1, soit 48,1% de la part du marché. Quand même un truc de ouf. Et la meilleure audience TV de l'année en France, je pense. Ça prouve que le foot génère quand même pas mal d'engouement et malgré le Qatar qu'on devait tous boycotter, enfin que certains devaient boycotter, au final, voilà quoi. Officiel, Lucas Hernandez est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il est forfait pour le reste, pour le reste de la Coupe du Monde. Mais ça, les gars, ça fallait s'en douter parce que depuis le Mondial 2018, il enchaîne blessure sur blessure et honnêtement, c'est malheureux pour lui, mais on lui souhaite que ça soit mieux. Mais ah les gamins, ah les gamins. Ouais, ok. Ah bah, ok, ok. Bon ben voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Nous, on se retrouve euh, très bientôt pour l'émission qui débriefe donc les matchs de l'Allemagne contre le Japon et de l'Espagne face au Costa Rica, ainsi que de la Belgique face au Canada et du Maroc face à la Croatie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Peace.